Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque de droit. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. CMENABE et J. Léonard Dir, Femmes, mineurs et terrorisme. 5. Le TROUHER, Droit pénal des affaires et groupes de société. NJOUENNEPEYRAT, L'encadrement pénal de la prostitution des mineurs. JP Serré, Droit disciplinaire pénitentiaire. HHEDHILIAZEMA, Droit disciplinaire pénitentiaire de la Belle Époque. MC. GLOMET, Consommation de cannabis et droit pénal. CA. VAZFERNANDEZ, Big Data et intelligence artificielle au service de la sécurité intérieure en France. Achariot, l'avenir du juge unique. Monsieur Manet, le devenir juridique de la dignité. Monsieur Gallimard, l'incrimination de la zoophilie. Monsieur PELTIERHENRY, le droit pénal à l'épreuve des neurosciences. Tétouzeau, recel et blanchiment. HCAPPADORO, le sens de la peine. Monsieur Bonnard, le statut juridique de l'assistance médicale à la procréation. Bibliothèque de droit PENITENTIAIR. Avant-propos. Il y a des périodes favorables et des périodes défavorables. Période favorable quand survient comme maintenant, une prise de conscience de la réalité des prisons. Cette prise de conscience décrite par Robert Badinter au début des années 2000 traverse les époques, tant elle se réalise de manière ponctuelle, par à-coups successifs, comme si à certains moments, la situation dans les prisons devenait si insoutenable qu'il faille y remédier, rapidement si possible. La loi numéro 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire, s'inscrit dans cette dynamique, comme le résultat d'une prise de conscience de la nécessité d'adapter, enfin, le droit aux réalités pénitentiaires. C'est que le contexte était propice à une telle évolution. Un contexte international d'abord, marqué par une invitation faite aux États membres d'élaborer une loi fondamentale sur les établissements pénitentiaires qui définissent un cadre réglementant à la fois le régime juridique, le droit de réclamation ainsi que les obligations des détenus, et prévoit un organe de contrôle indépendant auquel les détenus puissent s'adresser en cas de violation de leurs droits. Un contexte juridique ensuite, guidé par la volonté d'élever au niveau législatif des normes qui jusqu'alors résultaient de dispositions réglementaires, de circulaires ou encore de notes administratives. En effet, l'éparpillement de ces normes privait le droit de la privation de liberté des qualités inhérentes à tout arsenal juridique. La clarté, l'accessibilité, la lisibilité ou encore la prévisibilité. Un contexte historique enfin, qui témoigne des bouleversements subis par la prison depuis plusieurs années. L'ouverture de la prison vers l'extérieur, la judiciarisation de l'application des peines ou encore les transformations du service public pénitentiaire sont autant de mutations justifiant un regroupement et une harmonisation des normes pénitentiaires. Dans cette optique, la France s'est ainsi dotée d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire, une loi qui fait partie de ces grandes lois, comme symbolisant l'avènement d'un nouveau droit pénitentiaire. Quelques 10 années plus tard, il est temps de dresser le bilan de l'application de cette loi, un bilan en demi-teinte comme le révèlent les différentes contributions de cet ouvrage, un bilan mitigé également à l'aune d'une actualité qui foisonne d'exemples faisant écho aux insuffisances constatées. Une surpopulation carcérale pointée du doigt par les juges européens, une ineffectivité des recours offerts aux détenus par le droit positif ou encore, de manière plus générale peut-être, un accès au droit en détention plus que lacunaire. Cet ouvrage propose ainsi d'interroger l'effectivité et l'efficacité des dispositions issues de la loi du 24 novembre 2009, tout en mettant en lumière des perspectives d'évolution bien réelles. L'ambition de créer un code pénitentiaire, qui découle d'une volonté clairement exprimée par notre garde des Sceaux et qui trouve son assise dans l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire,
atteste de l'impérieuse nécessité d'effectuer une réforme d'ampleur d'un droit en quête de cohérence et de stabilité. Au final, l'histoire montrera peut-être que la loi du 24 novembre 2009 n'aura été qu'une étape, la première étape, dans l'avènement d'un véritable droit pénitentiaire. L'analyse de 10 ans d'application de la loi pénitentiaire permet en définitive de dresser un bilan objectif et nuancé du droit pénitentiaire tel qu'il résulte de la loi, mais également d'envisager les perspectives d'évolution de ce droit en pleine mutation, à court ou moyen terme. La publication de cet ouvrage s'effectue dans le cadre du 3e congrès des jeunes pénalistes de l'Association française de droit pénal. Elle précède le congrès restitutif qui se tiendra le 2 juillet à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et qui sera l'occasion, pour l'ensemble des auteurs, de poursuivre des réflexions déjà particulièrement riches. Pau, le 24 mars 2021. Jean-Paul Serré, Université de Pau et des Pays de l'Adour, directeur du Centre de recherche sur la justice pénale et pénitentiaire, CRJ2PIFTJ, président honoraire de l'Association française de droit pénal. Ludivine Grégoire, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Centre de recherche sur la justice pénale et pénitentiaire, CRJ2PIFTJ, trésorière de l'Association française de droit pénal. Principales abréviations. Première partie, encadrer la privation de liberté, entre avancée et insuffisance. Quel sens pour la peine privative de liberté? Elisa Baron, maître de conférence à Université de Bordeaux, ISCJ. L'âme sait que le châtiment répare l'ordre du monde blessé par l'injustice. Un peu plus de 10 ans se sont écoulés depuis que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prétendait appréhender le sens de la peine privative de liberté. Celle-ci s'ouvrait en effet sur un titre préliminaire composé d'un unique article, intitulé « Du sens de la peine privative de liberté ». Belle promesse d'un texte, ajouté sur proposition du Sénat qui fut pourtant balayé à peine 5 ans plus tard. Abrogé, le texte fut remplacé en partie par l'adjonction d'un 2 à l'article 707 du Code de procédure pénale qui dispose que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et éviter la commission de nouvelles infractions, sans plus qu'il ne soit question de sens de la peine privative de liberté. Celui-ci serait-il déjà acquis? Ou son expression formelle considérée comme superflue? La question du sens de la peine privative de liberté est pourtant aujourd'hui au cœur des réformes les plus récentes consacrées au droit de la peine. La peine privative de liberté s'entend de l'enfermement d'un condamné dans un établissement pénitentiaire. Elle revêt aujourd'hui plusieurs formes: la réclusion criminelle, propre au crime de droit commun, la détention criminelle, propre aux crimes politiques, et l'emprisonnement, propre aux délits et aux crimes lorsque leurs auteurs sont condamnés à moins de 10 ans. Son histoire est en réalité récente. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que l'enfermement est apparu comme une peine à part entière. Les prisons étaient pourtant déjà bien connues puisque présentes dès l'Antiquité, mais en droit romain par exemple, elles servaient à enfermer les individus en attente de leur jugement ou de l'exécution de leur peine. Cette double vocation perdurera sous l'Ancien Régime, mais jamais l'enfermement n'y sera envisagé comme une peine à part entière. L'enfermement en tant que conséquence d'une condamnation date du Code pénal de 1791, et le Code napoléonien en fait rapidement la pierre angulaire du système répressif français, en tant que peine principale prévue pour les crimes, les délits et certaines contraventions. La peine privative de liberté s'est ainsi imposée comme un substitut à la peine de mort, en parallèle des conceptions renouvelées de la peine, sans être pour autant le premier d'entre eux puisque des peines telles que les travaux forcés, la transportation dans les colonies, le bannissement ou encore la relégation subsistaient et étaient largement utilisées à l'encontre des récidivistes notamment. Du reste, Beccaria, souvent présenté comme le précurseur des théories modernes de la peine, ne songeait ainsi pas à l'enfermement en tant que peine mais plutôt aux travaux forcés et au châtiment corporel, forme d'adoucissement de la peine selon lui par comparaison à la peine de mort. L'histoire de l'évolution des fonctions de la peine est connue. De rétributive, la peine a aspiré traversée par un courant humaniste au demeurant fort légitime, à la résocialisation du délinquant.
Dans cette lignée, la privation de liberté s'est imposée en tant que peine évoluée dans le courant du XIXe siècle, Rossi écrivant ainsi qu'elle est la peine par excellence dans les sociétés civilisées. Pourtant, elle est aujourd'hui accusée de tous les maux, si bien que le courant humaniste qui a présidé à son adoption questionne son sens. Les références au sens de la peine, et plus particulièrement au sens de la peine privative de liberté, sont ainsi légion chez le législateur et l'exécutif depuis une dizaine d'années. Pour n'évoquer que le législateur, après avoir promu le sens de la peine privative de liberté dans la loi pénitentiaire de 2009, celui-ci a entendu renforcer l'efficacité et le sens de la peine en 2019, non sans avoir entre-temps évoqué à plusieurs reprises le sens de la peine au détour d'un communiqué de presse par exemple. Mais cette soudaine quête de sens interroge. Certes, la peine privative de liberté connaît un déclin certain, voire une crise, en particulier en matière d'emprisonnement, si bien que des auteurs ont pu se demander si après l'abolition de la peine de mort, on ne serait pas sur le point d'assister à une abrogation de facto de la peine d'emprisonnement. Mais cette crise n'est-elle pas justement le fait du législateur contemporain, guidé avant tout par une logique d'économie pénitentiaire, dans sa volonté d'éviter l'incarcération ? À l'heure où la surpopulation carcérale et les conditions de détention sont dénoncées par la Cour européenne des droits de l'homme, cette logique budgétaire n'est pourtant pas près de disparaître. La question en appelle ainsi une autre. Quel sens donner à une peine exécutée dans des conditions contraires à la dignité de la personne humaine ? Peut-elle encore en avoir un ? Réfléchir au sens de la peine impliquerait en principe de définir la notion de sens. Pourtant, la notion échappe à une définition précise et le flou qui entoure les expressions l'utilisant, faire sens, donner du sens, témoigne certainement de l'embarras qu'il cause à qui doit l'utiliser. Le sens est ainsi un horizon qu'on n'atteint jamais, mais qui recule au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. De ce point de vue, plus qu'une recherche du sens de la peine, les intitulés des différents textes de loi ne masquent pas leur quête d'une justification à l'échec des politiques pénales en la matière. N'est-ce pas le législateur lui-même qui contribue à vider de son sens, si tant est qu'il en est un, la peine privative de liberté ? Il s'agirait alors de donner du sens à une coquille, sinon vide, réduite à peau de chagrin. La question est au demeurant fondamentale tant le sens de la peine, malgré toute l'obscurité qui entoure l'expression, est profondément lié à l'idée de justice. Une peine qui aurait du sens est une peine qui devrait d'abord être juste. La quête de sens est en réalité une quête de légitimation. Le paradoxe qui explique certainement l'échec de l'entreprise est remarquable. Alors qu'il cherche à tout prix à éviter la peine privative de liberté, le législateur s'échine dans le même temps à la légitimer. Pourtant, il n'est pas certain que la peine privative de liberté ait jamais perdu son sens si l'on veut bien entendre ce dernier d'une façon assez simple. Si le sens contient nécessairement une part subjective, il vise principalement la raison d'être une chose, mais aussi sa finalité, sa fonction. Le pourquoi et le pourquoi la peine privative de liberté en somme. Compris de la sorte, le sens de la peine privative de liberté n'est peut-être pas si hétérogène et obscur qu'il y paraît. Tout au plus a-t-il pu se dérober sous l'effet de nouvelles fonctions assignées à la peine, et que l'on aurait voulu attribuer à toute peine, sans considération pour leur nature différente. Si des fonctions communes à la peine peuvent ainsi être dégagées, le dosage de ces fonctions n'est certainement pas le même selon la nature de la peine prononcée. Or, la peine privative de liberté est sans conteste celle qui cristallise principalement la tension entre ces fonctions traditionnelles et modernes. Il convient alors de revenir à l'essence de la peine pour déterminer le sens profond de la peine privative de liberté et envisager une conciliation avec les fonctions plus modernes de celle-là. De ce point de vue, elle apparaît comme le parangon du châtiment. Définie comme une peine, généralement sévère, infligée au coupable d'une faute, le châtiment possède une coloration morale qui témoigne de la réprobation attachée à la personne que l'on prive de sa liberté. Plus encore, le châtiment est une punition qui a pour but de corriger celui qui le subit, de l'amender. Il est ainsi tourné à la fois vers le passé du délinquant et vers son avenir. Ce double aspect se retrouve parfaitement s'agissant de la peine privative de liberté telle qu'elle devrait être conçue aujourd'hui. Elle s'explique par la faute commise par le délinquant, qui doit ainsi être puni pour la commission d'un acte contraire au droit,
et doit en même temps lui permettre de s'améliorer pour que, comme toute peine, elle remplisse sa mission de protection de la société. Les fonctions qualifiées d'utilitaristes de la peine ne sont ainsi pas oubliées, mais conciliées avec la fonction rétributive, la protection de la société exigeant une réinsertion du condamné et l'assurance qu'il ne recommencera pas. Loin d'être archaïque, la notion de châtiment intrinsèquement liée à la peine et plus particulièrement à la peine privative de liberté ne doit donc pas être passée sous silence. Au contraire, l'assumer permettrait de redonner son sens premier à cette dernière et de mieux asseoir ses autres finalités. Ignoré aujourd'hui à tort par le législateur, comme s'il était un terme indécent, le châtiment s'analyse pourtant tout à la fois comme la genèse, et le salut, de la peine privative de liberté. 1. Le châtiment, genèse de la peine privative de liberté. La peine privative de liberté, en tant que peine, ne peut s'abstraire de la définition de celle-ci. Si la peine a pu être appréhendée comme le châtiment édicté par la loi à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu, de réprimer l'atteinte à l'ordre social qualifié d'infraction, la peine privative de liberté est certainement aujourd'hui celle dans laquelle s'incarne le plus la coloration morale que revêt la notion de châtiment. En effet, peine rétributive par excellence, b, elle entretient des liens étroits avec la notion de symbole a. Peine privative de liberté et symbole s. Peine la plus grave de notre arsenal répressif contemporain, la peine privative de liberté est sans conteste aujourd'hui emblématique de la protection pénale d'une norme. Dans l'inconscient collectif, nul doute que le droit pénal n'est autre que le droit de la sanction, et plus particulièrement celui dont la violation d'une norme est susceptible d'entraîner l'enfermement de son auteur dans un établissement pénitentiaire. Pour autant, cette vision est certainement très réductrice aujourd'hui. Nombre d'infractions ne sont en réalité pas punissables d'une peine privative de liberté, et même à supposer qu'elles le soient, le principe d'individualisation de la sanction permettra bien souvent que d'autres peines dites alternatives soient prononcées en lieu et place de l'emprisonnement. Symbole des peines 1. La peine privative de liberté apparaît ainsi comme une peine hautement symbolique. 2. 1. La peine privative de liberté, un symbole des peines. La peine privative de liberté s'analyse comme un symbole des peines en ce qu'elle est d'abord une peine principale, c'est-à-dire qu'elle fait partie de celles encourues à titre principal par le condamné en matière criminelle et correctionnelle. Surtout, il s'agit d'une peine de référence en ce qu'elle permet de déterminer la nature de l'infraction. Dénommée réclusion ou détention criminelle en matière criminelle, elle est emprisonnement en matière délictuelle. Or, très peu de peines disposent d'un tel statut puisque seule l'amende partage ce rôle avec elle, l'amende pouvant en effet être correctionnelle et permettre alors d'identifier un délit, ou contraventionnelle et permettre ainsi d'identifier une contravention. Prévue pour les infractions les plus graves, elle apparaît ainsi comme la peine la plus sévère du droit pénal français. En effet, depuis l'abolition de la peine de mort et la suppression des peines telles que la relégation, le bannissement ou encore les travaux forcés, aucune sanction n'est plus dure que la peine privative de liberté, en particulier lorsqu'elle est assortie d'une période de sûreté. Partant, choisir d'infliger une telle peine, que ce choix soit celui du législateur à travers la sanction abstraitement prévue, de la juridiction de jugement à travers la sanction prononcée, ou encore du juge d'application des peines à travers la sanction qui sera effectivement mise à exécution, traduit la volonté, plus que pour toute autre peine, de punir son auteur. Loin d'être neutre, ce choix témoigne sans conteste du caractère symbolique de la peine privative de liberté. 2. La peine privative de liberté, une peine symbolique. En matière criminelle, hormis en cas de dispense de peine, le prononcé d'une peine privative de liberté est la règle en cas de condamnation. Si la juridiction déclare la culpabilité d'un individu, elle devra assortir cette décision d'une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement dont des minima sont du reste fixés par le législateur. 1 an en cas de réclusion à temps, 2 en cas de réclusion à perpétuité. En matière délictuelle, le prononcé d'une peine privative de liberté est en revanche l'exception. En effet, depuis la loi du 23 mars 2019, l'échelle des peines correctionnelles a été revue. L'article 131A3 modifié du Code pénal vise ainsi 8 peines correctionnelles encourues par les personnes physiques,
parmi lesquelles l'emprisonnement occupe toujours la première place. Pourtant, ce positionnement en tête de l'énumération ne signifie nullement que cette peine soit celle à privilégier, bien au contraire. En effet, l'article 132A-19 du Code pénal, relatif aux aménagements de peine AB initiaux, commence par rappeler que la peine d'emprisonnement peut être assortie d'un sursis total ou partiel, avant d'interdire de prononcer une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 1 mois. Surtout, son alinéa 2 affirme explicitement qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. L'aménagement de peine est même de principe en cas de condamnation à une peine inférieure ou égale à 6 mois d'emprisonnement. L'exigence de motivation spéciale de la peine d'emprisonnement démontre encore le caractère souhaité exceptionnel de la peine d'emprisonnement par le législateur, même avant la loi du 23 mars 2019. Enfin, même s'il occupe toujours la première place, son énoncé est immédiatement suivi d'une précision relative à son régime, dont la mise en œuvre au sein d'un texte relatif à la nomenclature des peines ne peut que surprendre, quitte à laisser croire que le législateur entendait ainsi à nouveau marquer son aversion à son égard, et avouer sa culpabilité à maintenir la peine privative de liberté en matière correctionnelle. À en croire le titre V de la loi, ces mesures de lutte contre l'emprisonnement viendraient renforcer l'efficacité et le sens de la peine. Exception en matière correctionnelle, la peine privative de liberté se retrouve donc par principe cantonnée à la matière criminelle, et la prononcer est alors un symbole particulièrement fort de la réprobation sociale associée à la fois à l'acte commis et au délinquant, sa personnalité n'ayant pas permis d'éviter son prononcé. Subir une peine privative de liberté, c'est ainsi commettre une infraction si grave qu'aucune autre sanction n'est possible ou envisageable. La vertu symbolique de cette peine est patente tant elle vient marquer socialement le coupable. C'est alors évoquer le caractère infamant de la peine, qui atteint son paroxysme avec la peine privative de liberté. Or, le caractère infamant de la peine n'est qu'un des aspects du caractère rétributif de cette dernière. B. Peine privative de liberté et rétribution. Les ressorts de la rétribution sont connus. Compensation du mal infligé à la société, la peine vient restaurer un équilibre rompu par l'infraction. Cette finalité de la peine, qui s'adresse ainsi à la société et exclusivement à elle, connaît un déclin certain dans un droit pénal tourné vers l'auteur de l'acte 1. Pourtant, ce caractère rétributif n'a pas disparu et imprègne plus particulièrement la peine privative de liberté. 2. 1. Le déclin du caractère rétributif de la peine. Historiquement, cette fonction est certainement l'une des plus anciennes assignées à la peine, que l'on retrouve dans l'étymologie même du mot. La poena est ainsi la compensation destinée à racheter un meurtre, dont découlent notamment les termes de punition, châtiment et peine. Mais peu à peu, d'autres fonctions lui ont été préférées, tournées vers l'avenir et la prévention du renouvellement de l'infraction, la réadaptation ou la réinsertion du condamné, dans une vision qualifiée d'utilitariste de la peine. Ces fonctions modernes de la peine, généralement datées du XVIIIe siècle, n'ont pas pour autant fait disparaître la dimension rétributive de celle-ci, mais se sont plutôt juxtaposées ou superposées à elle. Cette finalité originelle, parfois qualifiée d'archaïque, n'a pourtant pas disparu de notre droit positif, même si elle est incontestablement en déclin. Or, bien que ce déclin soit prégnant s'agissant de la peine privative de liberté, c'est malgré tout à l'égard de cette dernière que le caractère rétributif demeure le plus marqué. La peine privative de liberté vise ainsi à infliger une souffrance au condamné, souffrance qui vient compenser le mal qu'il a causé à la société. 2. La survie de la fonction rétributive de la peine privative de liberté. Puisque la peine est un prix, le prix du renoncement à la vengeance, plus l'atteinte à la société est grave, plus ce prix va être élevé. Partant, la peine privative de liberté, en tant que peine la plus sévère de notre arsenal juridique, est donc celle qui induit le plus de souffrance pour celui qui l'a subie. Cette idée de souffrance qui accompagne la privation de liberté est d'ailleurs expressément évoquée et assumée par la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation.
Les caractères afflictifs et infamants de la peine privative de liberté sont ainsi expressément relevés, sans qu'ils emportent condamnation de l'État en cause. Mais le caractère rétributif de la peine privative de liberté est encore marqué par la logique de proportionnalité qui préside à la détermination abstraite de celle-ci. En effet, si elle est une compensation, la peine entretient nécessairement un rapport de proportionnalité entre l'atteinte portée au corps social et la souffrance infligée au délinquant. Il suffit ainsi pour s'en convaincre de songer à la loi du talion. Or, la peine privative de liberté témoigne particulièrement de cette volonté de proportionnalité puisque sa durée maximale, son quantum, varie en fonction de la gravité de l'acte commis. Si le condamné paye le prix de son acte par le châtiment qu'il reçoit, la peine privative de liberté est certainement l'archétype de cette fonction rétributive. Pourtant, ce caractère en premier lieu punitif de la peine privative de liberté n'est pas explicitement assumé par le législateur. Point d'évocation de châtiment, de punition, ni même de rétribution à l'égard de la peine privative de liberté dans le Code pénal. Seul l'article 131, dans une formule relative à la peine en général, rappelle cette fonction en affirmant que la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction. Mais outre le fait qu'il soit relatif aux peines en général et non propre à la peine privative de liberté, ce texte évoque surtout la finalité rétributive de la peine de façon très maladroite. En effet, non seulement le terme de sanction n'est pas propre à la matière pénale, mais il est en outre loin de témoigner suffisamment du caractère punitif de la peine. L'optimiste pourrait voir ce silence quant à la fonction punitive de la peine privative de liberté comme une manifestation de l'évidence du propos, qui ne mériterait pas que le législateur use sa plume pour énoncer une lapalissade, la peine punie. Néanmoins, c'est négliger qu'à terre l'évidence, on finit par l'ignorer. Surtout, cet optimisme, ou naïveté n'emporte pas la conviction quand il s'agit de raisonner sur les finalités aujourd'hui expressément assignées à la peine privative de liberté, qui feignent d'ignorer le but avant tout punitif de celle-ci. Pourtant, c'est certainement en assumant que la peine privative de liberté est d'abord un châtiment que celle-ci trouvera son salut. 2. Le châtiment, salut de la peine privative de liberté. Parce que la peine est aujourd'hui profondément ancrée dans un courant humaniste, la punition ne peut évidemment pas être l'unique finalité de la peine privative de liberté. La Cour européenne des droits de l'homme ne dit pas autre chose lorsqu'elle conditionne la compatibilité des peines perpétuelles avec l'article 3 de la Convention à la possibilité d'un réexamen offrant une perspective de libération aux condamnés. Elle précise ainsi que la personne mise en détention à vie sans aucune perspective d'élargissement ni possibilité de faire réexaminer sa peine perpétuelle risque de ne jamais pouvoir se racheter, quoi qu'elle fasse en prison, aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de l'amendement, son châtiment demeure immuable et insusceptible de contrôle. Il importe alors de s'accorder sur cette finalité punitive de la peine privative de liberté, dont le caractère de châtiment est d'ailleurs pleinement assumé par la Cour européenne, afin que l'enfermement du condamné puisse remplir les autres ou certaines des autres fonctions assignées à la peine de façon moderne. L'insuffisance des finalités utilitaristes avec l'exécution de la peine privative de liberté A doit ainsi laisser la place à la reconnaissance nécessaire d'un temps de punition dans l'exécution de la peine privative de liberté B. À l'insuffisance des finalités utilitaristes, avec l'exécution de la peine privative de liberté. Bien que leur existence soit, heureusement, incontestable, les fonctions autres que rétributives de la peine sont loin d'épuiser le sens de la peine privative de liberté. La dissuasion, par exemple, est certainement une des vertus de cette dernière. Pourtant, cette finalité ne résiste pas à l'analyse des longues peines. Il a ainsi été démontré que l'allongement des peines carcérales n'augmentait pas leur valeur dissuasive. Or, les longues peines demeurent, et mieux encore, le législateur continue à prévoir des quantas différents en termes de temps d'incarcération selon la gravité de l'infraction commise. De même, la fonction de neutralisation 1 et la fonction sociale 2 de la peine ne permettent pas d'expliquer le maintien de la peine privative de liberté, témoignant alors de la persistance de la fonction rétributive de cette dernière. 1. Peine privative de liberté et fonction de neutralisation.
Historiquement, la peine privative de liberté est venue prendre le relais de peines tendant à l'exclusion de la société des condamnés, comme le bannissement ou la relégation, ou à leur neutralisation définitive avec la peine de mort. Dès lors, elle a naturellement été perçue comme une continuité de cette fonction, à travers la neutralisation du délinquant non plus à titre définitif, mais le temps de son incarcération. La création de la période de sûreté participe ainsi, a priori, pleinement de cette fonction. Pourtant, si de fait, l'incarcération d'un individu l'exclut de la société et le neutralise, cette fonction est loin d'être suffisante à expliquer la finalité de la peine privative de liberté. Plus encore, il est permis de douter de la réalité de cette fonction à l'heure actuelle puisque la neutralisation du condamné peut tout aussi bien être assurée par des mesures de rétention et de surveillance de sûreté une fois sa peine purgée. S'il s'agissait simplement d'exclure l'individu de la société, point besoin de peine privative de liberté donc dans l'état actuel du droit. La finalité de neutralisation de la peine privative de liberté est ainsi aujourd'hui dépassée. Mais alors quid des longues peines ? Quel est leur sens, alors même qu'elles sont assorties de périodes de sûreté ? Leur permettre d'atteindre les objectifs plus modernes de la peine ? 2. Peine privative de liberté et fonction sociale de la peine. Les motivations ayant présidé à la suppression des courtes peines d'emprisonnement par la loi du 23 mars 2019 apportent certains éléments de réponse. 2 arguments principaux ont été avancés pour justifier cette mesure: la lutte contre la récidive et l'exigence de temps pour préparer la réinsertion du détenu. S'agissant du premier point, plusieurs études ont en effet démontré que la prison se révélait criminogène et permettent d'affirmer que les peines alternatives sont effectivement plus efficaces que la prison pour prévenir la récidive. 57. Force est ainsi de constater que la peine privative de liberté ne remplit pas une finalité de lutte contre la récidive, ou du moins qu'elle échoue dans cette fonction. S'agissant du second point, l'impossibilité matérielle de disposer d'un temps utile à la préparation de la réinsertion ne peut évidemment pas être évoquée pour les longues peines. Pourtant, le temps joue paradoxalement contre le condamné à une longue peine. Le phénomène de suradaptation carcérale est connu pour être un frein à la réadaptation du condamné, à sa réinsertion si celle-ci n'est pas suffisamment préparée. Il semble en outre illusoire de croire qu'un condamné tenu à une période de sûreté parfois particulièrement longue peut se projeter dès le début de son incarcération dans une insertion ou une réinsertion, pourtant seuls évoqués par l'article 707.2 du Code de procédure pénale en tant qu'objectif du régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. L'hypocrisie atteint son paroxysme quand les mesures actuelles ignorent ces condamnés, et que la préparation de la sortie est jugée insuffisante pour ces détenus par les professionnels. Finalement, la peine privative de liberté ne remplit donc efficacement aucune des fonctions évoquées ici, et pourtant elle demeure. Ne subsiste ainsi que son caractère punitif. Si la peine privative de liberté perdure, bien qu'elle soit en déclin, c'est parce que la société réclame le prix de l'offense qu'elle a subie par la punition de son auteur. Ainsi, la rétribution apparaît toujours comme une finalité à part entière de la peine privative de liberté. Du reste, elle devrait être reconnue en tant que première étape dans l'exécution de cette dernière. B. La reconnaissance nécessaire d'un temps de punition dans l'exécution de la peine privative de liberté. Comme il l'a été relevé précédemment, l'article 707.2 ne mentionne nullement une quelconque rétribution dans l'exécution de la peine privative de liberté, à croire qu'elle n'existe pas. Celle-ci ne remplirait donc aucune fonction punitive. Outre le fait que cette affirmation est éminemment contestable, elle est de plus certainement néfaste pour qui voudrait donner une autre utilité à la peine privative de liberté. Le reflux de l'expression du caractère punitif de l'exécution de la peine privative de liberté 1. Doit en effet laisser place à une césure du temps d'exécution de cette dernière. 2. 1. Le reflux de l'expression du caractère punitif de l'exécution de la peine privative de liberté. Alors que l'article 1er de la loi pénitentiaire de 2009 mentionnait l'objectif de sanction du condamné au sein du régime de l'exécution de la peine privative de liberté,
son abrogation par la loi du 15 août 2014 et son remplacement par le 2 de l'article 707 du Code de procédure pénale précité ont fait disparaître toute idée rétributive de cette période. Certes, le texte comportait bien des maladresses, mais il avait le mérite de ne pas nier cette fonction. Surtout, le communiqué de presse de la loi étonne encore davantage en ce qu'il évoque des dispositions de la loi pénitentiaire qui dénaturaient le sens de la peine de prison. On peine à comprendre en quoi il y avait dénaturation de la peine privative de liberté sur ce point, et l'exposé des motifs ne s'y attarde malheureusement pas. L'étude d'impact quant à elle se réjouissait que soit distingué, deux temps, celui du prononcé de la peine qui emprunte à la fois aux conceptions rétributives et utilitaristes de la peine, et celui de son exécution, au cours duquel la dimension éducative de la peine prend toute son ampleur. Pourtant, si l'on peut saluer la césure entre prononcé et exécution de la peine, on ne peut que regretter que la conception rétributive de l'exécution de la peine soit ignorée. Certes, beaucoup de peines ne comportent pas de dimension rétributive lors de leur exécution, mais il n'en va pas de même pour la peine privative de liberté, ce qui devrait être clairement assumé par le législateur. En outre, il faut convenir avec un auteur que les fonctions de la peine ne peuvent être différentes au stade de son prononcé et au stade de son exécution. La peine ne remplit aucune des fonctions qui lui sont attribuées au stade de son prononcé, si elle ne se vérifie pas au stade de l'exécution. Une césure fictive du temps d'exécution de la peine privative de liberté pourrait en revanche se révéler salvatrice pour permettre d'affirmer la fonction rétributive de la peine privative de liberté dans son exécution, tout en assurant les objectifs si chers aux législateurs. 2. La césure de l'exécution de la peine privative de liberté. La peine privative de liberté est certainement la peine qui illustre avec le plus de force le hiatus existant entre la fonction traditionnelle rétributive de la peine et ses fonctions nouvelles tournées vers l'avenir. Peut-être est-ce du reste ce qui explique la crise qu'elle traverse. Elle n'est apte à remplir efficacement aucun des rôles que l'on souhaite lui attribuer. Il est courant de relever que tous sont complémentaires, mais cette complémentarité devrait suivre un cheminement chronologique. Accepter que la peine privative de liberté soit d'abord une punition, pour lui permettre de remplir dans un second temps sa fonction de réinsertion. Regarder et affronter sa faute, période propice à l'amendement, puis se tourner vers l'avenir pour mieux surmonter et dépasser ce passé. Cette succession temporelle d'orientation de la peine privative de liberté permettrait certainement en outre de réunir auteurs, victimes et société autour du sens de la peine privative de liberté, les deux dernières satisfaites de la visée rétributive assumée de la peine privative de liberté, pouvant passer à un temps d'apaisement et de réconciliation. N'est-ce pas là l'essence de la justice restaurative consacrée légalement par la loi du 15 août 2014 ? Nier le caractère punitif de la peine privative de liberté risque de maintenir l'illusion d'une société humaniste et civilisée alors que dans le même temps, l'état des prisons de cette société si évoluée, pour ne citer que cet exemple, démontre qu'elle ne peut se targuer de l'être. C'est au contraire en assumant la logique rétributive de la peine privative de liberté que les fonctions plus modernes qui lui sont attachées gagneront en efficacité. Comment dire qu'il y a eu assez de souffrance, s'il faut faire un peu comme si elle n'existait pas? Essence de la peine, le châtiment donne ainsi son âme à la peine privative de liberté. Conditions de détention et office des juges, dignité versus effectivité. Clément Margaine, professeur à Université de Poitiers, ISC. Affirmé à l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l'exigence de dignité est longtemps restée lettre morte s'agissant des conditions de détention. L'état de délabrement de certains établissements, le manque de moyens, matériels, financiers, humains, etc., et la surpopulation carcérale réduisent bien souvent la portée réelle d'une exigence encore difficile à mettre en œuvre dans l'ensemble des établissements pénitentiaires français. Si l'année 2019 marquait le 10e anniversaire de la loi pénitentiaire, c'est finalement l'année suivante qui se révéla décisive en matière de conditions de détention françaises. L'année 2020 qui avait, on s'en souvient, commencé sur les chapeaux de roue avec la condamnation de la France dans l'arrêt J.M. Bécaud, France du 30 janvier 2020 s'est terminée par une seconde condamnation avec l'arrêt Barbotin du 11 novembre 2020.
Entre ces deux arrêts importants, plusieurs décisions émanant des juridictions nationales ont joué le rôle de caisse de résonance de la jurisprudence européenne, cherchant à intégrer ces solutions en droit interne tout en les amplifiant. À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Chambre criminelle a rendu en juillet 2020 un retentissant arrêt octroyant au juge judiciaire une prérogative aussi originale dans son fondement que radicale dans ses effets, puisqu'il se voit reconnaître la possibilité de mettre fin à une détention provisoire lorsqu'il n'est pas possible de faire cesser rapidement et efficacement une atteinte à la dignité des détenus. La Cour de cassation ayant, par arrêt du même jour, accepté de transmettre la question qui lui était soumise au Conseil constitutionnel, il fut donc lui aussi amené à se prononcer. Dans sa décision du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel l'alinéa 2 de l'article 144A1 du Code de procédure pénale en ce qu'il ne permet pas au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention de mettre fin à une détention provisoire en considération des mauvaises conditions de détention. Le Conseil a toutefois fait le choix de différer l'abrogation du texte au 1er mars 2021, obligeant ainsi le législateur à consacrer la possibilité pour le juge judiciaire de mettre fin à une détention contraire à la dignité. Bien que ce mouvement d'origine jurisprudentielle ne soit donc pas terminé, il semble tout de même possible de dresser le bilan de ces avancées. L'année qui vient de s'écouler aura contribué à faire progresser la situation des détenus français, au moins s'agissant des recours permettant de contester ces conditions de détention. Porteuse d'espoir, la solution consacrée par la Cour de cassation soulève cependant des interrogations, voire des doutes quant à la traduction et la mise en œuvre concrète de ces solutions jurisprudentielles récentes. Fondées sur un même constat, celui de l'ineffectivité des recours offerts par le droit positif, les décisions évoquées précédemment ont tenté, chacune à leur manière, d'y apporter une réponse. De manière plus profonde, ce mouvement remet en question l'architecture des règles applicables en matière carcérale en bousculant la répartition des compétences entre un juge administratif bien souvent démuni, et un juge judiciaire promu, sacré, juge de la condition pénitentiaire. Le dialogue des juges version 2020 a donc conduit à rebattre les cartes et à opérer une redistribution des rôles qui implique de s'interroger sur l'office actuel du juge, ou plutôt désormais des juges en matière de conditions de détention contraires à la dignité. C'est par l'analyse de la jurisprudence européenne que l'on se doit de commencer ce bilan au regard de l'importance de la condamnation par la CEDH de l'ineffectivité des voies de recours françaises contre les conditions de détention indignes, i. Cette censure a rapidement conduit les juridictions et instances internes à réagir, afin de pallier l'ineffectivité mise en évidence par la Cour européenne, de 1. La condamnation européenne de l'ineffectivité des voies de recours contre des conditions de détention indignes. S'il faut souligner les efforts accomplis par l'administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention au sein de ces établissements, le chemin est encore long avant que l'ensemble des personnes détenues en métropole comme en Outre-mer puissent bénéficier de conditions de détention respectant leur dignité et leurs droits. Le droit positif a tout de même tenté de répondre à ce problème, en développant plusieurs mécanismes juridiques permettant aux détenus de contester les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Ces derniers disposent ainsi de recours destinés à mettre fin à des situations problématiques, mais également de recours compensatoires à visée indemnitaire leur permettant d'engager la responsabilité de l'État, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de conditions de détention. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.